c'est pas intéressant de faire de la masse. C'est plus intéressant d'avoir une communauté de niche qui t'adore, qui va se faire ton prescripteur, qui va dire à tout le monde à quel point tu es fantastique et de s'assurer que ces gens-là, tu ne les déçoives jamais, qui va faire que tu vas grossir ta base de données de donateurs ou de bénévoles. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je veux donner un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour! Aujourd'hui, je vous dévoile un épisode chouchou avec une jeune entrepreneuse bourrée de talent. Il s'agit de la lyonnaise Élodie Arnouk, la cofondatrice de la plateforme d'art solidaire The Hope Gallery, qui vise à créer le bien par le beau. Avec Élodie, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On partage la passion du digital, l'amour de l'art et aussi une vision dépoussiérée de la philanthropie. On a abordé plein de sujets. Son parcours bien sûr, sa transition dans l'entrepreneuriat social et son cheminement depuis l'inspiration de son concept jusqu'à l'ouverture de sa plateforme en marque blanche. On a parlé aussi de ses prédictions sur l'avenir de la philanthropie, des nouvelles générations de donateurs et de beaucoup d'autres choses encore. C'est un épisode très riche qui nous offre un moment rafraîchissant et positif. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir mon invité. Bonne écoute! Bonjour Élodie. Bonjour Charlène. Je suis super heureuse de t'avoir sur le podcast. Moi aussi, je suis ravie. Merci pour l'invitation. Alors, on partage un certain nombre de points communs, toi et moi. Tout d'abord, un grand intérêt pour le digital, l'innovation et l'art. Sauf que toi, tu as réussi à tout combiner dans un même métier par agrégation, alors que moi, je suis plus en mode séquentiel, tu vois. Donc, ça correspond à des phases de ma vie. Le deuxième point commun, c'est qu'on a toutes les deux vécu en Turquie. Oui. Et le troisième, c'est une volonté de dépoussiérer la collecte de dons. Et c'est tout l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vais te présenter rapidement pour nos auditeurs. Passionné par les relations internationales et l'impact, tu as débuté ta carrière à l'étranger en organisant des forums B2B pour le réseau World Trade Center, notamment au Burkina Faso, en Inde et en Turquie. Et c'est en 2013 que tu atterris dans le digital à Istanbul. De retour en France, tu cofondes un magazine culturel associatif dans lequel tu écris beaucoup sur la musique et le street art. C'est un petit détail qui va avoir son importance pour la suite de ton parcours. Et tu accompagnes par la suite des artistes dans le développement de leur carrière et gères les projets numériques de plusieurs institutions culturelles françaises. En 2018, tu imagines et cofondes la plateforme d'art solidaire The Hope Gallery, que tu développes en marque blanche en 2021 sous le nom Fundraising pour lever du fun et des fonds. Et plus récemment, tu as monté le projet associatif jefaimasba.com, qui est un quiz en ligne permettant aux habitants de Lyon, où tu résides, de mieux cibler leur envie d'agir pour la communauté. On va commencer par élaborer un petit peu sur qui tu es, ton parcours. Très tôt, tu as eu l'appel du large, puisqu'à 15 ans, tu es parti 1 an en échange aux États-Unis avec le Rotary International. Et très tôt, tu vis tes premières aventures solidaires, puisque dès le lycée, tu participes à un projet de développement durable au Burkina Faso. Tu te destinais à une carrière dans les organisations internationales et les ONG, après l'obtention d'un master en relations internationales. Et pourtant, il n'en fut rien. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée ? Déjà, bravo pour le travail biographique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de mon année d'échange et de mon expérience au Burkina. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée ? Mon master, en fait. Moi, j'ai fait un master 2, je travaillais déjà. À l'époque, j'ai fait à distance. J'étais en poste au World Trade Center de Bombay. En fait, j'étais en relations internationales, mais j'avais une grosse spécialité, notamment sur l'économie politique internationale. Et donc, on regardait l'influence de la politique dans l'économie et le rôle en fait de tous ces biais. Et la politique au final c'est bien plus large, des biais sociaux, culturels qui peuvent influer dans les relations économiques. À force de travailler sur le sujet des OI et des ONG, alors je réfléchissais beaucoup quand même à rejoindre des très grosses ONG, mais du côté des OI, il y a une part de moi qui avait déjà, peut-être parce que j'étais déjà en poste, qui avait déjà un besoin d'un peu d'immédiateté et de pouvoir mesurer le résultat de mes actions assez vite. Il faut savoir que dans certaines institutions, par exemple, on
travaille sur un système de consensus, donc tout le monde doit être d'accord pour prendre une décision. Cet accord, il peut mettre très longtemps à venir, parfois des années. Moi, je pensais qu'à l'époque, pour plein de raisons, je pense que j'avais un peu trop d'empathie ou peut-être que j'étais encore un peu jeune, mais je me disais que j'aurais du mal à vivre et à faire mon boulot en me disant que le temps que les choses avancent et que la hiérarchie remonte et que des gens se mettent d'accord, plein de monde allait mourir en toute impunité de faim, d'eau, de peu importe, en attendant alors que des solutions auraient été matériellement un peu là. C'était sûrement la base de l'entrepreneuriat en moi, ce côté tu as une vision du monde, tu as envie de la changer, et donc ça c'est la partie pourquoi je n'ai pas été travailler pour une OI, donc une organisation internationale. Et en fait il y a aussi une part d'opportunité, vu que j'étais déjà en poste, que ça se passait bien sur les forums que j'organisais. Moi j'ai eu mon premier poste, en fait c'était un stage de fin d'études où je suis retournée au Burkina après avoir fait en effet un projet de développement quand j'étais au lycée. Et parce que ça s'était bien passé au Burkina pour le premier forum que j'avais organisé, je suis rentrée dans un réseau où je changeais de pays un peu tous les ans pour organiser cet événement. J'arrivais 9 mois avant dans le pays. Je briefais à la marque, aux enjeux. Je recrutais tous les partenaires étrangers qui étaient en charge de mobiliser les entreprises. Et puis, je animais aussi la communauté sur place des bénévoles qu'on recrutait pour l'événement. Et en fait, ça m'a bien plu. Et ce qui fait que vu que j'ai commencé ma carrière là-dedans et que derrière on m'a beaucoup sollicité, j'ai changé de pays un peu tous les ans pour organiser cet événement un peu partout. C'était vraiment un effet aussi d'opportunité. Je me suis dit, je viendrai aux ONG plus tard. Pour l'instant, en tout cas, ça me plaît. Et il faut le savoir aussi, le World Trade Center, c'est une association. C'est certes la promotion du commerce extérieur et des relations internationales, mais c'est des organisations qui sont non-profit de base. Donc ce n'est pas tant mon expérience En fait, c'était vraiment mon expérience de donatrice avec une forme de... Tout comme j'aurais été incapable de faire de la recherche, parce que me dire que je cherche un vaccin ou une solution pendant des années et que peut-être que le progrès que je ferais était minime, au fond, je pense que j'ai été trop... j'ai besoin de mesurer les résultats un peu plus rapidement que ça. J'ai besoin de mesurer mon impact. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que j'ai monté ma boîte, dans ce qu'elle fait. Mesurer l'impact et le montrer. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait carrière dans les OI et dans les ONG. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que tu as complètement shifté d'échelle d'intervention en passant de l'international à un ancrage plus local. Ça revient à dire que selon toi, la proximité permet plus d'engagement ou plus d'impact. Oui. Alors déjà, rien que dans les événements que j'organisais, je le voyais. Nous, on faisait des événements où on invitait des centaines de chefs d'entreprise à venir rencontrer pendant 48 heures dans un même lieu d'autres centaines de chefs d'entreprise. C'était que des décideurs qu'on mettait sous un même pavillon. C'est du speed dating. Toutes les 30 minutes, ils avaient un nouveau rendez-vous d'affaires multisectoriel. Et on mesurait, en fait, moi, je voyais tous les jours à quel point le fait de se faire rencontrer les gens et de créer de la proximité, de créer du lien, ça permettait d'avoir beaucoup plus de résultats que des choses plus macro, moins précises. Et en fait, quand j'ai arrêté de travailler à l'étranger, et puis dans tous les cas, après, dans les projets que j'ai faits par la suite, même si j'ai toujours travaillé avec l'étranger, ça m'a toujours semblé assez intéressant et plus fort, en effet, de sortir un peu de même ce qu'on t'apprend quand on faisait de l'éco il y a 15 ans. Je ne sais pas si on le dit encore aujourd'hui en cours, mais de ce côté, de sortir de l'apanage de la mondialisation, on veut imposer un modèle à tous, et au contraire revenir dans un truc qui est dans quelque chose de beaucoup plus personnalisé et de plus précis, et qui s'adapte aussi à tous les biais dont je parlais un peu plus tôt, aux facteurs culturels, aux facteurs sociologiques, aux facteurs humains, de comment tu adaptes quoi que tu fasses ton modèle à des personnes et à tes utilisateurs qui ne sont pas les mêmes dès que tu changes, parfois même juste de région. Si on allait très loin, par exemple en France, je pense que ce serait hyper intéressant de voir qu'on peut avoir beaucoup plus d'impact si on parle à un Breton d'une manière différente qu'on parle à un Corse, en fait. Par la suite, tu as fait tes premières armes dans le digital, assez fortuitement d'ailleurs, puisque tu souhaitais rester en Turquie, t'établir à Istanbul. Donc tu as saisi l'opportunité de travailler en agence. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce domaine ? J'ai toujours aimé le digital. Moi, je fais partie de cette dernière génération qui a grandi avec un ordinateur, dans le sens où j'ai connu la vie sans, et j'ai connu les premiers ordinateurs, les premières disquettes, le premier 56K, enfin... tout ça. Très tôt, j'ai fait partie de ces personnes qui passaient leur temps sur des ordis aussi
écrire des fanfictions sur Harry Potter qu'à aller sur des forums et passer des nuits entières sur IRC. Donc vraiment, j'ai grandi dans le digital. Donc j'avais une sensibilité établie, ça c'est certain. Même quand je travaillais pour les World Trade Center, la solution qu'on utilisait pour faire du matchmaking, c'était une solution un peu tech. C'était une innovation, elle n'existait pas ailleurs. Donc j'appréciais, moi, cet outil un peu différent. Et puis, part de mon job, c'était aussi de former des gens à utiliser cet outil. Et donc l'expertise, je dirais qu'elle s'est forgée, alors un peu en agence. Moi, la première agence dans laquelle je suis rentrée, Deep, quand je travaillais à Istanbul, c'était une agence de com vraiment au sens large. Je faisais autant du digital que des relations de presse pour l'Institut français, que du print. Du packaging. Ouais, du print, complètement. Et le digital pur jus, dans le sens où je ne fais que du digital, du numérique et d'identité de marque, mais la spécialité, c'est pas du tout de faire du packaging. C'est quand je suis arrivée chez Réseau Zéro en 2016, qui est une agence lyonnaise assez primée et reconnue pour son identité et pour aussi sa capacité à faire des choses qui sont très très belles et également très techniques. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai rencontré mon associé, Ambroise, et qui est le CTO et le cofondateur de l'agence. Et en fait, Ambroise m'a énormément appris. Lui, il avait créé son propre CMS, open source. Il faisait partie d'une très grosse communauté open source. On était dans une veille permanente de ce qui se passait, parce que le but pour nous, c'était de sortir des sites qui, dans 10 ans, n'auraient pas de dette technique, ou peu. Donc, comment toujours choisir les meilleurs technos. Et donc l'expertise, je l'ai appris un peu comme ce que fait 42. Je l'ai appris en mode projet. En fait, à force de travailler sur des projets de clients, j'apprenais des décisions qu'on prenait. Je me faisais briefer auprès de mes développeurs pour voir comment est-ce qu'ils envisageaient la solution technique qu'on allait apporter, ou la solution digitale, ou le côté DA. Puis après, c'est un œil qu'on exerce. Tu vois, moi, quand je suis arrivée dans le monde des agences, j'avais un goût et une appétence pour le design. Mais il y avait clairement des choses que je trouvais jolies à l'époque, qu'aujourd'hui, je pourrais t'expliquer pourquoi la grille, elle n'est pas respectée, ça ne fonctionne pas, les proportions, ça ne va pas. En termes d'UI, c'est un peu... ça a amélioré, et l'UX, n'en parlons pas, tu vois. Et en fait, c'est ce travail, c'est un œil qu'on exerce. Donc, plus on baigne dedans, et plus on est avec des gens aussi qui t'apprennent et qui sont très, très bons, toujours s'entourer de gens meilleurs que soi, mieux on forge son expertise. On apprend toujours mieux par la pratique. Surtout dans le digital. On va parler à présent de ton saut dans l'entrepreneuriat social. Raconte-nous pourquoi et comment tu as transitionné dans le secteur. Alors, j'étais en agence, donc chez Réseau Zéro, j'étais en poste. Et depuis que j'étais rentrée en France, comme tu l'as dit, moi, j'ai toujours eu plusieurs casquettes. Autant quand j'étais à l'étranger, j'étais en contrat local et je travaillais énormément. Parce que, par exemple, un contrat de droit local en Inde, c'est minimum 48 heures par semaine, 6 jours sur 7. Donc, ça me laissait peu de temps pour déjà avoir une vie privée, encore moins avoir des loisirs. Quand je suis rentrée en France et que je suis revenue sur quelque chose qui s'approchait plus des 35-40 heures, rapidement, j'ai eu d'autres activités. J'ai eu mon magazine culturel pendant 5 ans. Du magazine culturel, j'ai appris dans une expérience pro à répondre à des marchés publics, ce qui était hyper utile en agence aussi. Mais du coup, mon expertise de marché public, j'avais décidé de l'utiliser pour aussi aider des amis artistes que j'avais rencontrés au fil d'interviews ou d'articles pour le magazine à se positionner sur des projets. Parce que moi, je trouvais ça dommage qu'en fait, que ce soit le 1% travaux, le 1% artistique comme on l'appelle, ou n'importe quoi d'autre d'appel à projet artistique, que ces projets-là soient toujours attribués à des personnes qui ont la capacité de parler de leur art, alors qu'il y a énormément d'artistes qui n'ont pas forcément les clés pour parler de ce qu'ils font, et pour autant leur travail est merveilleux et mérite d'être vu. Ou alors, ont ce qu'on appelle en France une phobie administrative. Et dès qu'ils voient un formulaire DC1, DC2 pour les connaisseurs, font une jaunisse et décident d'éteindre leur ordinateur et repartir peindre. Et donc, moi, j'aidais des artistes complètement on the side à monter des projets de fresques, des projets de reportages photos qu'on vendait à des villes, des magazines, des choses comme ça. Et donc, j'étais très proche des artistes. Et en fait, je crois que je suis venue à l'entrepreneuriat social parce que je les voyais, moi, ceux en tout cas avec lesquels je travaillais, étaient très engagés. Moi-même, j'avais été de toujours, depuis mes 17 ans, où j'étais partie au fin fond du Burkina, mais vraiment pas à Ouagadougou, au nord, dans la brousse, là où on est vraiment loin de tout. Et où j'étais revenue avec... vraiment transformée. J'étais très engagée de plein de niveaux, mais mon expérience à cette époque, c'était du bénévolat ponctuel, c'était un coup de main, c'était un peu de maraude, c'était des dons,
mensuel par prélèvement. Mais moi, je voyais mes artistes être très sollicités. Ils recevaient pour certains plusieurs mails par semaine pour offrir des œuvres, pour des ventes aux enchères, des galas, faire un visuel pour représenter l'association. Et en fait, ils me disaient, mais moi, si je réponds à tout le monde, j'ai même plus la capacité de peindre, de vendre mes toiles et d'en vivre. J'aimerais pouvoir aider, je suis quelqu'un d'assez engagé, mais en plus... Et là, il y avait un vrai pain du côté des artistes. Il disait, pour certains, quand je donne une œuvre, déjà, c'est à peine si j'ai compris à quoi ça allait servir, ce que faisait l'asso, à quoi va servir l'argent. Donc alors, des fois, je donne qu'aux grosses parce qu'au moins, c'est précis. Sauf que derrière, j'envoie mon œuvre. Si elle n'est pas partie aux enchères, des fois, je dois même payer moi-même pour la récupérer, payer les frais de transport. Ou alors, parfois, je ne paye pas, mais elle revient, elle est abîmée. Le processus, et puis personne n'a mis en avant le fait que j'ai participé. Le processus, c'était pas hyper chouette. Et moi, je pense que ce saut dans l'entrepreneuriat social, en fait, un peu comme tu le disais, il a eu lieu parce que j'ai trouvé une manière de faire coïncider tout ce qui me passionnait. Le digital et donc l'innovation, et cette capacité de créer du lien avec des gens où qu'ils soient dans le monde, avec des points communs qui ne sont pas que la proximité géographique. Parfois, c'est la proximité de valeurs, c'est la proximité d'intérêts, de culture, de peu importe. L'art, parce que je pense qu'on inspire beaucoup par le beau et qu'on raconte d'autres histoires, on change les narratifs avec l'art. Et c'est hyper important de ne pas faire que du pathos avec des images. Et puis l'impact, en fait, de comment est-ce qu'on mélange tout ça pour avoir un impact un peu plus grand, qui résonne et qui fait un espèce d'effet ricochet. Alors là, tu m'amènes à la transition avec le projet The Hop Gallery. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse et du concept de ce projet qui découle directement de ce que tu viens de nous dire finalement? En fait, la suite logique de ça, c'était que j'ai commencé par voir le pain, donc la douleur, l'irritant chez mes copains artistes, de ne pas pouvoir s'engager plus ou de pouvoir le faire mieux. À côté de ça, nous, on avait monté un truc chez Réseau Zéro à mon époque, qui était les petits déjeuners créatifs. On avait instauré ça pour garder l'équipe un peu inspirante. Moi, part de mon job à l'agence, je dirigeais les projets et les clients, c'était de suivre le ROI, de suivre le CA et de voir quand est-ce qu'on était rentable. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'était, en accord avec, bien sûr, les fondateurs, c'était que quand on avait atteint le point dans l'année où je disais « Ok, c'est bon les gars, là, concrètement, si on s'arrêtait de bosser demain, on a couvert nos charges jusqu'à la fin de l'année. Donc, en fait, tout ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est du bonus. » Et c'était pour nous un go sur deux choses. La première, c'était n'accepter que des projets qu'on aimait à fond, sur lesquels on savait qu'on allait se faire plaisir. Et la deuxième, c'était qu'on pouvait se permettre de prendre un peu de temps off et de refuser des projets clients pour faire des side projects. Donc des projets à nous, on n'a pas de commanditaire et on peut faire ce qu'on veut, artistiquement parlant, en termes de design, en termes de contenu, en termes de dev, on fait tous les choix qu'on a envie, donc c'est une vraie respiration créative. Et donc on était à un moment où on allait chercher notre prochain side project, celui sur lequel on allait bosser un peu au fil de l'eau. Et on avait envie de faire quelque chose de très artistique, parce que nous, plus de la moitié des clients de l'agence, c'était des personnes des industries créatives et culturelles. Et lors d'un brainstorm, tout bêtement, moi je réfléchissais artiste et je me demandais comment est-ce qu'on pourrait digitaliser l'expérience de la galerie pour montrer le travail des artistes. Et c'est là que, en fait, un peu inspiré par la $1 Million Homepage, qui était un projet début des années 2000 qui a permis à son fondateur de gagner beaucoup d'argent en vendant des pixels d'une page web. Je me suis dit, mais en fait, ça serait super si au lieu de montrer des œuvres, on les révélait, donc on les cachait, et que le public était invité à les dévoiler. Et que pour les dévoiler, en fait, il ferait des dons, ce qui permettrait de soutenir une cause que l'artiste aura choisie. Et à chaque fois que quelqu'un donnera 1 €, ça enlèvera un pixel, un morceau de cette œuvre. Et donc, au fur et à mesure, cet artiste que j'aime et que je soutiens, je soutiens l'asso pour laquelle lui s'engage. Et en même temps, je dévoile une de ses œuvres. Ça, c'était l'idée première. Je pense que quand on l'a travaillé dans les 2 semaines qu'on suivit, je me suis dit, allez, on va rajouter une carotte. Ce serait sympa de faire les tickets d'or façon Willy Wonka et de se dire que tu aurais peut-être un pixel gagnant qui ferait que si c'est toi qui as donné, parce que les pixels seraient géolocalisés et qui aurait révélé ce pixel en bas à droite ou je ne sais où, tu pourrais être tiré au sort pour gagner l'œuvre ou une reproduction.
Et c'est comme ça que l'idée de The Hope Gallery, donc vraiment galerie de l'espoir, est née. La première fois qu'on s'est rencontrés, donc tu m'as parlé de ce projet qui t'avait inspiré l'idée, The $1 Million Homepage, donc par Alex New, qui avait lancé ça pour financer ses études. Donc il avait vendu, en fait, il avait créé une sorte de billboard internet de 1000 pixels par 1000 pixels. Il est devenu millionnaire. Il a fondé, je crois, 4 startups à la suite de ça. Et tu as pris un petit peu le contre-pied de ce projet-là, on va dire, auquel tu trouvais 3 défauts. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Parce que j'avais trouvé ça intéressant. Bien sûr, avec plaisir. En fait, ce qu'a fait Alex, qui est super, et depuis, il a fondé la start-up de méditation Calm. Donc, clairement, il aide le monde à sa manière. La méditation, c'est merveilleux pour apaiser les consciences. Alex, il avait monté en effet cette page de 1000 pixels par 1000 pixels et il avait dit tous les pixels sont à vendre $1 le pixel. Il y en avait donc 1 million. Et moi, je voyais 3 problèmes à son projet. En fait, les gens payaient $1 ou plus pour acheter une toute petite zone et dans cette zone, ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient. Une couleur, un logo et un hyperlien. Alors, aujourd'hui, il paraît que je crois que plus de 70% des liens présents sur la page sont des liens morts parce que les sites internet n'existent plus pour lesquels ils ont été achetés. Mais donc à la base, c'était ça. C'était un effet et le rendu visuel, c'était un billboard façon Times Square, mais en très moche. Alors, très moche, je vais relativiser ce que je dis. Peu importe l'esthétique, aujourd'hui, certains considèrent ça du pixel art, trouvent ça très très beau. Enfin, chacun va midi à sa porte. Mais moi, je me disais qu'on pouvait faire un petit peu mieux. En fait, c'est surtout que ça ne représentait rien à part des logos. Et donc moi je me suis dit, en fait son problème c'est que son projet il n'est pas répétable parce qu'il l'a fait une fois, mais enfin il a vendu tous ses millions parce que ça créait de l'attraction, parce que personne n'avait jamais vu ce projet et l'attraction n'allait plus continuer au bout d'un moment juste pour venir voir des pubs. Le deuxième problème que je voyais c'est que moi je ne trouvais pas ça très très beau. On était loin d'être l'apogée du pixel art. Et puis le troisième c'est que ça n'avait enrichi qu'une seule personne, lui. Et de ces 3 constats, je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait rendre le même concept répétable. Et donc, si c'est répétable, en fait, au lieu de mettre des choses dans les pixels, si on les enlève et qu'on ne sait pas ce qu'on dévoile, mais en fait, ça le rend répétable parce que tu reviens. Chaque fois, l'image aura changé. Tu ne sauras pas ce que tu es en train de révéler. Ça pourrait être beau. Donc, la seule façon, enfin, une des meilleures façons de rendre ça beau, c'est de se dire que l'image qu'on a cachée, qu'on va dévoiler, si c'est une œuvre d'art, on a à peu près garanti qu'on ne laisse pas la création à l'aléatoire. On est en train de dévoiler quelque chose qui, derrière, est visuellement beau. Et ça pourrait être un peu plus solidaire. Et la meilleure façon de rendre ça solidaire, c'est qu'au lieu de se dire « je prends $1 moi pour dévoiler une œuvre », eh ben, ce paiement, en fait, pourrait être un don. Et si à chaque fois que je donne €1, ben, cet euro, c'est un don pour une association, à chaque fois que je change d'image, et ben j'en finance une nouvelle et donc ça permet de rendre quelque chose de solidaire extrêmement répétable. Je le disais un petit peu en introduction dans ta présentation que ton ambition première, c'était de dépoussiérer la collecte de fonds. Donc c'était un terme quand même assez fort qui renvoie finalement à quelque chose d'assez désuet. Qu'est-ce qui t'a amené à ce constat? Est-ce que c'est ton expérience de donatrice? C'est mon expérience d'humain. Non, il y en a plusieurs. Alors, moi, le premier truc qui me choquait beaucoup, vous l'avez pas au Canada, mais alors chez nous, ça, c'est une très grande différence culturelle Canada-France. Je me souviens quand j'étais à Montréal, ça m'avait choqué à quel point l'expérience était différente. Nous, on a ce qu'on appelle des recruteurs de donateurs. On a dans le métro, devant la gare, qui sont toujours à l'endroit où tu es pressé. On en a aussi. Et qui t'arrêtent. Oui, tu en as, mais les tiens, vous entendez super bien avec. C'est incroyable comme vous vivez une expérience où nous, on a tous l'impression de se faire agresser en France par ces recruteurs de donateurs. Alors que vous, quand j'ai posé la question à des Québécois, ils m'ont dit « Ah bah non, ils sont sympas, tout se passe bien. Ils me souhaitent une bonne journée. Des fois, je m'arrête pour discuter avec eux. Des fois, quand j'ai pas le temps, il y a la façon de faire le street marketing caritatif n'est pas du tout la même en France et au Canada. Il est beaucoup plus alors, on va peut-être par chez nous.
Bah oui, déjà ça change tout. Et en fait, moi d'ailleurs, je me souviens au tout début, mes premiers pitchs commençaient toujours par la phrase « Vous êtes-vous déjà senti agressé par le démarchage caritatif dans la rue ?» Moi, oui. Et en fait, c'était vraiment ça. Je crois que le premier truc, c'est de me dire, c'est quand même fou qu'en France, peu de gens le savent, mais ce qui ramène le plus d'argent aux grosses associations, c'est ça. En fait, c'est ce démarchage. On a l'impression que personne s'arrête, mais en réalité, le peu de fois où les gens s'arrêtent, ils restent engagés très longtemps. Oui, moi-même, je me suis fait arrêter plusieurs fois et j'ai donné. Et parce que souvent, c'est pour... Et j'ai mis des années... Pour devenir contributeur mensuel d'office, quoi. Exactement. Alors après, il faut un certain temps pour le rentabiliser, parce que c'est aussi quelque chose qui coûte très cher. Le coût d'acquisition d'un nouveau donateur, c'est à peu près 150 € avec ce type de méthode, ce qui veut dire que si tu donnes 8 à 10 € par mois, il faut que tu restes engagé beaucoup plus qu'un an pour que ça ait rentabilisé ta signature. Donc si tu restes engagé juste 3 mois, en réalité, on a fait plus perdre de l'argent à l'asso que quelqu'un d'autre, parce que c'est des gens qui sont payés, qui sont aussi commissionnés au fait qu'on signe pour devenir donateur. Donc c'est un vrai job de commercial, mais pour représenter des assos, pour représenter de l'intérêt général. Et moi, je trouve, en fait, j'ai rien contre le commercial qui représente l'intérêt général. Ce qui me pose plus problème, c'est que les gens se sentent agressés par ce truc. Et qu'au final, je voyais déjà aussi une différence dans les discours. Tu prends un verre avec des copains, tu parles avec des gens d'engagement, d'association. Il y a une très forte désillusion liée à l'intérêt général. Peut-être aussi que c'est lié par les médias qui sont très anxiogènes, mais on a l'impression en gros que le monde va mal, que c'est un puissant fin, que quoi que tu fasses, ça ne change rien. Et moi, je voulais dépoussiérer la collecte de dons pour ces 2 raisons-là. La première, c'était que je voulais remontrer aux gens quand on s'engage et quand on est des milliers à le faire, en fait, ça change quelque chose et ça change tous les jours. Il faut juste parler des petites victoires et mesurer son impact, mesurer ce qui avance. La deuxième raison, c'était aussi que je trouvais qu'on avait un schéma un peu narratif, en particulier en France et en Europe, qui est assez lié à notre histoire, hyper judéo-chrétienne, où on est dans un format qui est très, et le mot est juste, caritatif. On donne, je donne parce que j'ai les moyens de donner. Le fort aide le faible, le riche aide le pauvre. Il y a vraiment une notion... on cultive un peu ce syndrome du sauveur. Et les nouvelles générations ne se retrouvent pas dans ce truc du sauveur. Parce que déjà, je pense qu'ils ne savent pas comment sauver le monde. Et moi, je trouve que nos générations sont beaucoup plus dans quelque chose qui s'approche plus de la solidarité que du caritatif. Mmh. Et la solidarité, cette différence, c'est je donne parce que j'ai envie de donner. Pas parce que j'en ai plus les moyens qu'autre chose. Je donne avec mes moyens, je donne avec le temps que j'ai, je donne avec mon argent. Mais je ne donne pas parce que je suis fort ou parce que je veux sauver quelqu'un. Je donne parce que je suis un être humain. Et que j'ai de l'empathie pour la personne en face de moi. L'empathie ou la cause. Pour la personne ou la cause. Et ce constat-là me donnait envie de raconter une histoire différente. Et de parler aux gens de manière différente. De réenchanter, en fait, autant que de dépoussiérer. C'est intéressant parce que j'ai reçu il y a quelques semaines Charles Sélène au micro du podcast qui parlait aussi de réenchantement du don en changeant finalement le narratif autour de la philanthropie, mais en axant ce nouveau narratif plutôt autour de la science du bonheur, du fait que donner fait du bien. Et toi, tu as décidé de l'axer à travers le beau finalement, une certaine forme d'esthétisme, donc faire le bien par le beau. Donc c'est intéressant ces 2 approches, mais sur le fond, vous dites sensiblement la même chose qui est finalement essentielle, changer le narratif autour de la philanthropie et de l'engagement pour donner envie aux gens d'être donateurs, quoi. J'allais te demander quelle image tu avais de la philanthropie avant de te lancer sur le marché de la collecte digitale. Tu y as un petit peu répondu, mais bon, si tu devais attribuer des adjectifs à l'image que tu avais de la philanthropie avant. Je dois être très honnête. Bah oui. Je vais te donner une image. J'allais te dire quelque chose d'un peu métaphorique, comme une vieille dame. Je te dirais une mamie qui se plaint beaucoup. Je ne vais même pas aller dans une vieille dame. C'est vraiment... c'est une image, si elle devait être personnifiée, c'est une mamie qui se plaint, qui va te dire que c'est mieux de son temps, que les jeunes n'ont rien compris, qu'elle a plein de problèmes, qui va se plaindre de la météo autant que de son arthrose, et tu sais pas quoi faire pour l'aider, et tu as l'impression que en fait, même si tu lui résous un problème, elle en a 100 autres. Alors bon,
c'est un bruit de fond, quoi. C'était un peu l'image que j'avais de la philanthropie. Une espèce de montagne insolvable de problèmes qui sont beaucoup plus grands que moi et sur lesquels, à mon échelle, je ne peux rien. Je n'y peux rien. Alors justement, de quel changement de paradigme le monde associatif a besoin selon toi ? Au singulier ou au pluriel d'ailleurs ? Plusieurs. Je pense qu'on a le premier sujet, et tu l'apportes déjà très bien toi dans ton podcast, c'est aussi un sujet de communication. Comment est-ce qu'on parle aux gens de ce qu'on fait ? Le ton même qu'on emploie, hein, vraiment un truc très basique comme le copywriting, je trouve ça très important. Parce qu'il ne s'agit pas d'appauvrir les discours, mais si on parle aux gens, et c'est un biais en fait, c'est normal. On a beaucoup d'associations qui ont l'habitude de, par exemple, demander de présenter leur action à des institutions, à des grandes entreprises, à des banquiers, à des choses très institutionnalisées, et qui, quand elles parlent au grand public, pour faire un espèce de gage de sérieux, on a l'impression qu'elles sont en train de remplir un dossier de subvention. Et donc, dans le concret, elles pourraient te parler pendant 10 minutes, tu n'as toujours pas compris ce qu'elles font, en fait. Elles vont te dire, je sais pas, je lutte contre la grande précarité. Ok. Et en fait, mais même ce mot, c'est quoi la grande précarité ? C'est dans le concret. Ça consiste en quoi ? Et c'est quoi cette lutte ? Et qu'est-ce que tu fais en fait ? C'est quoi tes journées ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Parle-moi de tes actions. Donc il y a vraiment un côté com qui est de... rien que l'âge des donateurs est en train de shifter. Aujourd'hui, le donateur moyen, enfin en tout cas le donateur majoritaire en France, il a plus de 70 ans, il paye par chèque. Il est en train de vieillir. On a besoin de capter des nouvelles générations, des générations qui ne savent même pas ce que c'est qu'un chéquier, hein, pour certains, à part pour faire un chèque de caution pour je ne sais quoi, un appart ou acheter une voiture. Mais donc, il faut changer la manière dont on parle aux gens pour correspondre. Je ne dis pas d'aller faire des vidéos TikTok toute la journée, mais pour quand même correspondre à... Et encore, si on a trouvé une façon de raconter les choses qui fonctionne bien, peu m'importe la plateforme choisie. Mais il faut changer de paradigme sur la façon dont on parle aux gens, dont on leur communique nos actions. Tout le monde parle de Start with Why, le fameux talk de Simon Sinek. Je pense que dans la philanthropie, c'est important. En fait, ça fait des années qu'on dit pourquoi on le fait. Ça serait important de aussi commencer à changer de paradigme et de dire qu'est-ce qu'on fait. J'aurais limite envie de dire commencer par what et infuser du why dans tout ce que vous faites. Mais les gens, à un moment, ont tellement besoin de concret. Tous les gens que moi j'interviewe pour parler de ce qui les pousse à s'engager ou à ne pas s'engager, c'est toujours les soucis de transparence, les soucis de confiance. En fait, on gagne de la confiance en faisant ce qu'on dit et en disant ce qu'on fait. Et si les assos ont l'impression qu'elles passent leur vie à dire ce qu'elles font et que encore les gens n'en ont rien à faire, c'est qu'elles l'ont pas dit de la bonne manière. Ou qu'elles n'ont pas été assez explicites, ou qu'elles l'ont dit d'une manière qui leur parle à elles, qui leur parle à leurs bénéficiaires, mais qui ne parle pas à leurs donateurs ou à leurs bénévoles. Il faut adapter son discours à chaque cible. On ne peut pas parler à un bénéficiaire qui est par exemple en grande précarité, ou à un mécène qui a besoin qu'on ait un certain langage et un certain discours, comme on parlerait à Madame Tout-le-Monde qui est... sur Instagram et qui a envie de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe pour les jeunes filles mexicaines dans les favelas au Mexique. Et pourquoi ça devrait l'intéresser ? Pourquoi ça la touche, elle ? On en revient en fait à cette idée de segmentation des cibles et des discours. On parlait des grandes organisations internationales et des ONG. Ça fait quelques semaines que je vois poindre sur LinkedIn des posts à charge contre certaines ONG qui font du mail marketing, enfin des campagnes du publipostage qui saupoudrent la terre entière, y compris des donateurs qui ont l'habitude de donner en ligne depuis 5 ans. Et c'est sûr que ça, c'est des choses qui ne sont plus acceptables aujourd'hui pour la plupart des gens et qui commencent à le manifester sur les réseaux sociaux, quoi. Ces pratiques jugées désuètes qui sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils ne sont pas la cible.
et qui en plus révèlent des problématiques de développement durable, parce que là on parle des campagnes de sollicitation par courrier où on t'envoie des bas, des stylos, des bloc-notes. Et même quand bien même on t'enverrait même pas de stylo, rien que le fait qu'on t'envoie un courrier pour dire c'est le départ en vacances, pensez à nous aider. Pourquoi tu m'as pas envoyé un mail pour me dire ça? Pourquoi tu as besoin de m'envoyer une enveloppe qui fait plus de 30 grammes avec 3 formulaires pour faire des dons de 25 façons différentes et un truc. Je suis d'accord. En fait, et alors je n'ai pas vu passer les mails en question parce que je suis dans un retrait de LinkedIn énorme cet été, mais je pense, et je ne suis pas surprise, je suis la première à être fatiguée de ces campagnes, alors le truc qui est le plus fou, c'est, sans vouloir rentrer dans un certain cynisme, les associations qui ont le plus de moyens ont les moyens de se le permettre. Mais en réalité, parce qu'on n'a pas changé de paradigme, les plus petites assos, si on leur donnait les moyens, elles le feraient aussi. Vraiment. À un moment, il faut changer, il faut faire un shift chez tout le monde. Il faut que les gens comprennent que déjà, ça fait partie, le publipostage, c'est tout en bas du classement des méthodes qui fonctionnent. Si le street marketing est tout en haut, les courriers, c'est ce qui rapporte le moins dans les chiffres. Mais aussi, et la vraie problématique, les courriels marchent beaucoup mieux. Et la vraie problématique, c'est que j'essaye moi-même, tu ne peux pas t'en désabonner. Et moi, je suis à 2 doigts, des fois, quand je reçois mon énième courrier, je suis à 2 doigts d'écrire à la CNIL pour parler RGPD et pour dire, mais à quel moment je peux me désinscrire d'une newsletter et je peux écrire à la terre entière, vous continuez à m'envoyer des courriers que je n'ai pas demandé. Ma donnée personnelle, je ne veux pas recevoir ce courrier. Comment ça se fait que je peux me désabonner à une newsletter et pas à vos courriers qui, en effet, d'un point de vue environnemental, alors ça, à un moment, c'est la cohérence, moi aussi, qui me... J'ai plein de combats, mais moi, un des combats que j'essaye d'avoir avec les associations avec lesquelles on travaille, c'est aussi le principe de cohérence. Tu luttes contre la grande précarité, tu peux pas faire un désastre environnemental en chemin pour le faire. À un moment, c'est comme la tech for good. C'est super de faire des plateformes pour aider à recycler ou autre, mais réfléchis à ton empreinte écologique et ton empreinte digitale, parce que ça serait quand même dommage de tourner sur 28 serveurs et d'utiliser des ressources pas possibles et de créer de la pollution numérique sous l'étendard de solutionner un problème de gaspillage alimentaire, par exemple. Enfin, je n'ai pas d'exemple en tête, je dis ça comme ça. Il n'y a aucun exemple, personne ciblée dans mon exemple. Mais il y a une cohérence à avoir. Et en effet, le publipostage, c'est un enfer. Ça fait partie des paradigmes, ça fait partie en effet de la diversification des canaux. Si les associations interrogeaient un peu plus sur leurs donateurs et faisaient un peu plus de recherche UX pour savoir pourquoi les gens donnent, pourquoi les gens deviennent bénévoles, pourquoi quand ils arrêtent de donner, ils ne donnent plus, qu'est-ce qui fait qu'un jour on arrête, comment est-ce qu'on peut garder des bonnes relations avec eux, même s'ils arrêtent aussi par exemple d'être bénévoles. Tout ça c'est un vrai sujet, mais si on parlait un peu plus à ces donateurs en leur posant les vraies questions, je pense qu'on trouverait des bonnes réponses. Je crois que tu rédiges un mémoire actuellement sur le sujet. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Voilà, il est en cours. Je me suis laissée tout l'été pour l'écrire. Là, je suis encore en phase de terminer ma recherche secondaire. Donc ça, c'est la recherche un peu empirique. Et moi, là, je suis en train de parler justement avec des responsables du monde associatif. Alors, comme toi, donc j'écoute beaucoup tes podcasts aussi. Ça fait partie de ma recherche. Et moi, j'essaye d'orienter les questions sur le processus de recrutement, d'onboarding et de gestion des bénévoles au quotidien. Je parle aussi à des particuliers, bien sûr, qui sont bénévoles aujourd'hui pour parler de leur expérience. Et je parle à des gens qui ne font pas de bénévolat. Donc, soit qui n'ont jamais fait, soit qui n'en font plus. Et en fait, ça fait ressortir justement énormément de ces problématiques dont on parlait juste avant. Et quand tu parlais de canaux, c'est un petit peu ça. Déjà, il y a une problématique transgénérationnelle qui est très forte. Une différence énorme entre un bénévole ou un donateur d'un certain âge, typiquement retraité, et un jeune actif ou un étudiant. Et même entre eux, le gap générationnel qu'on voit dans la société, en fait, il se reflète également dans la philanthropie. Il y a aussi un sujet, bien sûr, de comment tu recrutes. Les associations ont de plus en plus besoin de bénévoles. Les bénévoles ont plus envie de s'engager de la même manière, tout comme les donateurs. En fait, le don et le bénévolat, c'est assez similaire. On veut donner ponctuellement, on a du mal à s'engager. En fait, on accepte de s'engager quand on sait qu'on arrive à résilier très rapidement, facilement et sans pathos. Pareil, on a envie de s'engager et de faire du bénévolat, mais
mais si c'est facile, si c'est ponctuel, et c'est compliqué aujourd'hui de se dire quand on ne sait pas où on sera demain, particulièrement quand on est jeune, on peut changer de boulot, d'études et autres, de se dire qu'on va s'engager auprès d'une asso pour 1 an. Donc la ponctualité, c'est apprécié. On a des gaps aussi sur comment sont au quotidien la gestion des bénévoles. Les staffs des associations passent beaucoup de temps à créer du lien avec ces bénévoles et à leur parler, mais du coup ça peut les remettre en retard sur plein de sujets du quotidien qu'ils ont à faire en parallèle de parler avec leurs bénévoles. Et les bénévoles s'engagent, tout comme les donateurs, pour une notion de lien. On a envie d'appartenir en fait quand on soutient une association, que ce soit avec son temps ou avec son argent. Et puis, il y a toute la question de l'offboarding. Ça, c'est un truc qui n'est pas du tout traité aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose qui ressort énormément de ma recherche. Et l'offboarding, c'est plein de sujets. Parce qu'en fait, l'offboarding, si t'es sur le prisme du don, une personne qui aujourd'hui ne peut plus te donner, comment tu fais pour garder une bonne relation avec elle, pour que le jour où elle a de nouveau, alors si c'est vraiment du don financier, le jour, très souvent, elle va arrêter parce qu'elle n'a plus les moyens. Parce qu'aujourd'hui, elle vient d'avoir un enfant, elle revoit son budget, ou même elle a perdu un emploi. Enfin, il peut se passer plein de choses dans une vie. Comment est-ce que tu fais pour garder une bonne relation avec ce donateur qu'il a été un jour et qui pourra peut-être le redevenir le jour où sa situation financière évoluera? C'est la même chose avec le bénévolat. Comment tu fais pour qu'un bénévole qui ne peut plus s'engager, soit parce que, mais des fois ça arrive, il y a des conflits dans les assos, je m'entends pas avec l'équipe avec laquelle je fais je sais pas quoi, j'en ai marre de l'association, Donc déjà, comment tu arrives à gérer les conflits en interne et comment tu fais pour que cet offboarding il se fasse d'une manière hyper douce, ou tout simplement parce que le bénévole n'a plus de temps, il change de région, le créneau sur lequel il s'engageait n'est plus le bon, outre les aberrations actuelles dans les associations où ils te mettent des réunions d'information genre à 11h le matin quand tout le monde bosse, et ce qui fait que personne ne peut y aller à part les retraités. Et après, une asso va te dire, moi j'ai besoin de personnes jeunes. Bah oui, mais enfin, du coup, il faudrait déjà changer l'horaire peut-être. Mais il y a aussi cette question de cette personne qui n'a plus le temps, ou même un retraité qui physiquement va peut-être devenir trop fatigué pour pouvoir venir faire son bénévolat. Comment tu le remercies ? Comment tu accompagnes la fin de sa mission ? Comment tu fais pour qu'il continue de se sentir en contact avec cette association ? Et comment tu fais pour que déjà, en termes d'image de marque, il garde une bonne image de toi ? Exactement comme nous, quand on collecte sur notre plateforme, comment tu fais pour que la fin d'une opération, les gens, tu leur dises à quoi a servi leur argent, ce qu'on a réussi à financer avec, factuellement, combien de personnes on a aidé, combien de choses on a acheté, que va être la suite dans le temps, quelles sont les nouvelles de l'artiste. Enfin, tout ce que nous on fait avec notre plateforme, c'est hyper important aussi que les associations le fassent pour garder un lien, parce que ce bénévole qui s'en va ou ce donateur qui s'en va, ça peut être quelqu'un qui va dire beaucoup de bien de l'association ou au contraire beaucoup de mal par la suite. Et très souvent, les gens prennent beaucoup plus la parole quand ils sont mécontents. Ça peut aussi être quelqu'un qui, à terme, peut inscrire l'association dans son testament pour faire un don, parce qu'elle l'aura aimé toute sa vie. Donc, sans aucune idée, le leg, c'est en tout cas en France quelque chose de très important dans la mécanique de financement des associations, des fondations. Et surtout, l'image, en fait, de cette personne qui t'a donné du temps ou de l'argent pendant tant d'années. Comment tu fais pour la remercier à la hauteur du soutien qu'elle t'a apporté ? Et comment tu prends conscience aussi que ton asso, très clairement, sans tes donateurs et tes bénévoles, elle ne peut pas mener à bien sa mission d'intérêt général. Oui, c'est vraiment un sujet de recherche à part entière. D'ailleurs, tu peux nous expliquer dans quel contexte ça s'inscrit, ce projet de mémoire ? Alors, ça s'inscrit du fait que nous, l'UX, donc la User Experience, c'est au cœur de tout ce qu'on fait avec The Hope Gallery et Fundraising. Et donc, en fin d'année dernière, moi, j'en faisais déjà en agence. J'en faisais parce que j'avais pris en compétence en travaillant avec des UX et des UI. Mais j'avais envie de réellement me spécialiser dessus pour qu'on garde toujours l'utilisateur au cœur de ce qu'on fait, de nos développements, de nos projets. Et qu'on ait surtout des bonnes méthodes pour rebondir si à un moment dans notre recherche UX ou dans le fait qu'on lance un nouveau truc et qu'on soit un peu bloqué, savoir comment itérer et comment se débloquer ou accompagner. Et donc j'ai eu envie de m'embarquer dans une certification avec l'école des Gobelins à Paris. Qui est pour moi, même en agence, on a toujours énormément recruté au Gobelin. Ça reste une référence vraiment dans le digital.
Et donc, je me suis inscrite à une certification en parallèle. Heureusement, c'est fait pour les pros, donc on peut avoir une activité à côté. Mais donc, en parallèle de ma vie pro, j'ai terminé mes cours il y a quelques mois et donc j'ai choisi moi-même le sujet de mon mémoire. Et donc, forcément, en évitant... Alors, j'ai pas voulu le faire sur le don, pour être honnête, parce qu'on a un truc, donc dans l'UX, on étudie énormément les biais qui peuvent fausser ou au contraire influencer les comportements des utilisateurs. Et moi, j'ai un biais d'expertise sur le don, parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je suis dedans, donc j'aurais risqué de fausser mes propres recherches. Et donc, j'ai préféré le faire sur le bénévolat, pour rester sur l'engagement, mais pour parler de choses différentes avec tous les acteurs du monde associatif que je connais. Hyper intéressant. Mais écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai envie de terminer cette deuxième partie sur de la prospective. Comment tu envisages, toi, l'avenir de la collecte de fonds en matière de digital et en particulier pour séduire les nouvelles générations de donateurs, que ce soit en termes de diversification de canaux, d'articulation online-offline ou d'enjeux d'adoption par les assos? Alors, il y a plusieurs choses. Par exemple, aujourd'hui, une initiative qui a hyper bien fonctionné récemment en ligne et en digital, c'est le programme de la Banque mondiale sur le soutien alimentaire mondial. D'ailleurs, on sait que les crises alimentaires vont encore plus augmenter dans les prochaines années. En fait, il y a eu une énorme campagne, je ne sais pas si tu l'as vu, ça passait aussi beaucoup sur YouTube, qui disait que un enfant sur 100 qui ne peut pas manger à sa faim dans le monde et que si tu donnes 1 euro ou $1 ou je ne sais quoi, à telle régularité, et ben, tu arriverais, si on donnait tous ce montant, on arriverait à solutionner le problème de la crise alimentaire mondiale et à donner à manger à tous ces enfants. Ce qui est un peu ce que fait Wikipédia, la Wikimedia Foundation, plusieurs fois par an, quand tu as cette petite bannière qui apparaît et qui te dit « Vous êtes un lecteur de Wikipédia, si chacun d'entre vous donnait tout de suite maintenant $2, une seule fois, on arriverait à se financer pour les je ne sais combien de prochaines années. » Et d'ailleurs, moi, quand j'en parle autour de moi, ce qui est fou, c'est que je suis la seule de mes amis qui donne à Wikipédia. Alors que tout le monde utilise le service et que tout le monde serait malheureux si ça s'arrêtait. Mais je pense qu'il n'y a pas cette notion d'urgence. C'est important de parler à tous les canaux de communication pour faire des bonnes campagnes. Les canaux de communication, il y en a plusieurs. Et en fonction de la personne que tu as en face de toi, c'est un canal différent qui va fonctionner pour marquer son intérêt. Et ça, en ligne, c'est facile, c'est beaucoup plus facile de le faire sur une campagne digitale, de s'adresser à tous ces canaux. C'est-à-dire qu'à la fois être précis, donner des chiffres pour tous les gens qui ont besoin de structure, d'être assurés. À la fois utiliser des verbes d'impératif pour donner ce sentiment qu'on est en train de passer à l'action. Pour dire, allez, on y va, on est tous ensemble, c'est parti, let's go. Enfin, D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile à faire en anglais, mais c'est quand même pas possible de le faire en français. À la fois être dans l'empathie, parler aux 5 sens, dire comment est-ce que vous vous senteriez si vous étiez là-dedans, aider les gens à se projeter pour tous ceux qui ont une sensibilité qui sont très développées. Et puis peut-être aussi les inspirer, les aider justement à se projeter, mais dans comment feriez-vous pour résoudre. Nous, on a décidé de faire comme ça, et donc montrer aux gens qu'on est un peu dans ce truc de co-création pour tous les gens qui ont un imaginaire développé. Quand tu travailles tous les canaux à la fois dans tes messages, et le digital, ça te permet de travailler tous ces canaux. Alors bien sûr, le offline, c'est aussi, moi je crois, très très important parce que ça l'ancre dans le concret et dans le local et en fait, ça se passe pas à l'autre bout du monde dans un endroit où tu ne connais pas les gens, ça a un impact à côté de chez toi. Typiquement en France, en ce moment, les gens n'ont jamais autant pris conscience, on est en août 2022, de la crise climatique que depuis cette 3e vague de sécheresse et de canicule, là on est sur le point d'avoir la 4e qui commence cette semaine, où certaines communes en France n'ont plus d'eau potable au robinet. On a toujours eu l'impression que la crise de l'eau, ça arrivait ailleurs, loin, je ne sais où, dans les déserts. Non, en fait, ça peut aussi arriver en France. Et ça, c'est ce côté, le réinscrire dans le local, c'est hyper important. Mais donc, pour finir sur le point digital, moi, je pense que dans les campagnes, l'avenir de la collecte de fonds dans le digital, ça va être de diversifier ces canaux, de diversifier ces plateformes et de diversifier les messages pour parler à tous les types de personnalités et tous les canaux de communication préférentiels des donateurs. On en a certains qui sont dans l'action, certains qui sont dans l'empathie, certains qui sont
qui sont dans l'humour. Et donc, c'est aussi hyper important de travailler avec des influenceurs, des youtubeurs, des gens qui font tout ce qui fonctionne hyper bien sur Twitch. C'est aussi parce qu'au final, on a des personnes qui s'engagent pour une cause, mais en fait, pendant 1 heure, ils font un stream en faisant des blagues ou en jouant à un jeu vidéo. Ça fonctionne aussi. Mais en fait, tous ces canaux-là sont complémentaires. Il faut juste choisir le bon canal de communication et le bon message qui correspond à la population qui utilise ce canal. Faire un vrai travail pour se dire qu'en fait, en réalité, tu peux avoir tout le monde. Tu peux avoir des gens qui vont être sensibles aux chiffres. Tu peux avoir des gens qui vont être sensibles à l'empathie, etc. Alors après, il y a des causes sur lesquelles, quand tu dis on ne peut pas rire de tout, tu peux prendre, en effet, tu peux t'arranger pour qu'il y ait un gamer qui fasse un stream d'1 heure pour collecter des dons pour ton asso. Et en fait, tu n'as même pas besoin de faire des blagues sur ton sujet, tu vois. Mais tu n'es pas obligé de le tourner et de le prendre avec légèreté. Il y a des choses qui sont très graves. Mais tu peux avoir quelqu'un d'autre qui en parle à ta place. Ce que nous, on fait avec les artistes, tu vois. Nous, on est clairement sur le créneau de l'inspirationnel, du beau, des 5 sens et un peu du passage à l'action aussi, parce qu'on a souvent des street artistes. J'ai pas d'artiste qui fait des blagues, donc on n'est pas trop sur le créneau de l'humour. Mais donc, hyper important de bien connaître ses personas, hyper important de choisir le message qui va avec le bon canal. Et donc, parce que quand tu connais tes personas, tu le sais, ça va aussi un peu avec un mix d'âge. Si toi, tu es sur un sujet qui va toucher en priorité les parents, parce que, par exemple, tu traites de l'enfance, et les gens qui sont capables de se projeter sur un sujet lié à l'enfance, c'est très souvent les parents, les grands-parents, les personnes un peu plus âgées. Tu vas aussi choisir tes canaux différemment. Si tu vas faire de l'offline, tu vas aussi peut-être aller dans les hôpitaux, tu vas peut-être aller dans les maternités, tu vas peut-être aller dans les crèches, tu vas peut-être aussi les capter à l'école. Il y a plein de parents qui font leur première brique de bénévolat avec des enfants, leurs enfants, quand leurs enfants ramènent une liste de conserves qu'il faut aller acheter pour aider je ne sais qui ou qui... Et ça compte aussi, tu vois, tout ça. Il y a vraiment un enjeu de persona. Et je pense que les assos, le vrai enjeu qu'elles vont avoir, c'est pas intéressant de faire de la masse. C'est plus intéressant d'avoir une communauté de niche qui t'adore, qui va se faire ton prescripteur, qui va dire à tout le monde à quel point tu es fantastique et de s'assurer que ces gens-là, tu ne les déçoives jamais, qui va faire que tu vas grossir ta base de données de donateurs ou de bénévoles. Et tu auras des gens qui seront très fidèles et qui auront une super expérience et qui auront l'impression de co-construire le terrain et les résultats avec toi. Pas forcément l'association, mais au moins les résultats. Tu leur donnes les outils pour qu'ils puissent aussi communiquer à ta place. Et c'est là ta responsabilité que aussi d'avoir des messages sur les canaux que les gens ont envie de partager, qu'ils ont envie de relayer, physique ou numérique. En fait, c'est en faire un petit peu ta task force, quoi. Ouais. C'est un peu sur le modèle de Time for the Planet, qui n'est pas une association, qui est une société en commandite d'ailleurs, et les gens font souvent la confusion. Mais ils sont tellement présents sur les plateformes et dans l'esprit des gens que leur nom est cité assez naturellement. Et eux, ils ont bâti toute leur stratégie là-dessus, finalement. Ils ont réussi à faire de chaque actionnaire, chaque associé, des ambassadeurs du projet. C'est normal parce qu'au final, en donnant des parts du projet, et c'est là-dedans qu'ils sont... D'ailleurs, c'est un projet lyonnais. Ils ont été dans les mêmes incubateurs que moi, donc je les aime beaucoup. Mais Time for the Planet, en se créant en société et en donnant à tout le monde la possibilité d'être actionnaire, déjà, c'est pas dit dans ta vie que tu pourrais être actionnaire de grand-chose, tu vois. Enfin, tu peux acheter des actions en bourse, mais tu te sens actionnaire à côté de millions de personnes que tu ne connaîtras jamais. Elle a déjà créé ce sentiment de proximité entre les actionnaires. Tu as une possibilité de reconnaissance. Tu portes les couleurs, tu portes les valeurs. Donc ça, c'est un challenge qui a été très bien réussi. Tu t'en fais en effet le porte-parole parce que tu es très fier de ce qu'ils font et que toute leur communication est très ancrée sur les actions qu'ils font, plus que sur dire pourquoi on le fait. Tu vois, typiquement, quand je disais il faut à un moment sortir du why, c'est bon, le why, on l'a compris, ça fait 300 ans qu'on nous parle de tous les why, de toutes les assos possibles. Ils sont beaucoup dans le what. Ils parlent de leurs actions. Donc, on sait toujours pourquoi c'est des sujets liés à l'environnement, mais ils t'expliquent très concrètement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, à quelle étape ils en sont, combien de sociétés ont été financées, où est-ce que ça... Enfin bref. Donc, ça, ils le font très bien. Et en effet, il y a cette appropriation où tu as un peu l'impression que c'est ton projet.
qui te demandent, entre guillemets, très peu de temps, ou en tout cas le temps que tu as envie d'y donner. Parce qu'il y a des gens qui sont assesseurs pour Time for the Planet, qui vont évaluer les projets, mais il y en a d'autres qui n'auront juste pris des parts, et c'est déjà très bien, et qui auront donné un peu d'argent. Entre guillemets, c'est un bon exemple à donner aux associations aujourd'hui. Si on accepte d'accompagner toutes les formes et toutes les envies d'agir à nos côtés, et qu'on laisse les gens prendre possession de notre sujet, à leur mesure. Personne ne commence à dévier le discours de Time for the Planet. Pour le coup, ça c'est clair pour tout le monde et tout le monde en parle très bien et personne ne s'est approprié le projet en disant c'est le mien ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment cette notion de comment on fait de cette cause la mienne. Je vais te donner un exemple. Moi, il y a des années, je peux pas m'auto-interviewer pour mon mémoire, mais il y a des années, j'ai donné à une association et je m'en suis fait l'ambassadrice pendant un moment. Je vais pas citer qui. Je parrainais une petite fille au Sri Lanka. J'étais ravie du truc. J'avais rempli mon formulaire, j'avais choisi le pays, j'avais dit qu'en priorité... Alors le Sri Lanka, ça me touchait beaucoup parce que moi j'ai travaillé en Inde et que c'était un pays un peu comme le Népal qui m'attire et que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter. Peut-être un jour, je ne sais pas, mais que j'avais envie de soutenir. J'avais spécifié en plus, c'était possible, enfin le niveau d'aide était génial, que je préférais, si possible, parrainer une petite fille, parce que c'était important pour moi d'avoir une action sur l'éducation au féminin, de par aussi mes expériences en pays en voie de développement. Je sais que l'éducation des petites filles, c'est un peu moins vu comme une priorité culturellement. Et ça se passait hyper bien. J'étais matchée avec Sandali, elle était super. Elle m'envoyait des coloriages, je lui envoyais des photos de ma maison, du chat, je lui demandais quels étaient les bouquins qu'elle lisait. Enfin, c'était comme ma nièce avant que j'ai eu des neveux. Et on avait une super relation. Et un jour, du jour au lendemain, j'ai reçu un courrier d'association qui me disait, très froidement, par la poste en plus, ce fameux Publipostage, qui me disait qu'ils fermaient leur bureau au Sri Lanka, qui m'avait réattribué un nouvel enfant en Thaïlande, et il m'envoyait sa photo et il me disait votre nouveau filleul, c'est machin. J'ai jamais vu un processus de gestion des bénévoles, mais aussi pourri de ma vie, je n'ai jamais vu ça. Je leur ai écrit. Je les ai incendiés avec mes polymères. Je me dis, mais vous avez aucune preuve d'humanité. J'étais matchée avec cette petite fille. Au final, ça veut dire quoi? Je peux plus jamais lui parler. Je sais pas ce qu'elle devient. Tous les courriers, ils étaient transmis via l'association. Donc moi, je n'avais même pas son contact. Tu vois, tout devait être relire pour protéger. La notion de protection de l'enfance, elle était hyper importante. Donc tous mes courriers étaient relus avant de lui transmettre et étaient aussi traduits par sa tante ou quelqu'un de l'association parce qu'elle parlait pas encore très bien anglais. Donc ça voulait dire que du jour au lendemain, je perdais contact avec elle. Je savais pas ce qu'elle devenait. Et on m'attribuait de la chair à canon. Enfin, j'avais rien contre la nouvelle petite fille qu'on m'avait attribuée. Ouais, mais on t'attribuait un nouveau pas la numéro, mienne, quoi. Exactement. Ah bah, j'ai résilié mon parrainage dans les 2 mois qu'on suivit. J'ai dit à tout le monde de plus jamais leur donner de l'argent. Et j'exagère, mais vraiment, quand moi, on m'a dit « Ah, mais je me souviens, tu me parlais du parrainage d'une petite fille, t'en es toujours contente ?» Non, pas du tout. J'ai arrêté. Et j'étais devenue l'inverse, en fait. De l'ambassadrice, j'étais devenue la personne. Et en fait, c'est une vraie responsabilité, ça, des assos. Tu vois, Time for the Planet, pendant longtemps, ils ont levé des fonds. Aujourd'hui, ils investissent dans des boîtes qui soutiennent la thèse d'investissement qu'ils ont fait. Et donc, leur responsabilité, c'est d'être sûr que tous ces gens qui leur font confiance et qui s'approprient les projets, ils sont jamais déçus. Et pour ça, ils demandent l'avis de tout le monde. Et ils font ça dans une espèce de forme de démocratie participative qui est très forte. Si tu as envie de donner ton avis, tu peux. Moi, là, je l'avais pas. C'était hyper descendant. On m'avait attribué un nouveau numéro. Et donc, la déception que certaines personnes ont face à la philanthropie, je la comprends. Ouais, une déception qui peut avoir des stigmates très longtemps, quoi. Ah avant de reparrainer un enfant, moi, je me suis réorientée sur les animaux. J'en ai... Parce qu'en plus, derrière, j'ai eu envie... En fait, si aujourd'hui, j'aiderais, mais de manière plus ponctuelle, parce que j'ai pas envie de me reprendre la même claque émotionnelle. Je vais aider le Secours Pop en période de vacances pour aller faire visiter un musée à un enfant, tu vois. Je vais faire des plus petites choses comme ça. Mais de là à reprendre, parce qu'en plus, moi, ce parrainage-là, je l'ai commencé, j'étais étudiante. J'avais pas un rond, mais parce qu'il y avait un lien tellement fort émotionnellement en me disant je suis en train d'aider une petite fille... ça m'empêchait, même quand des fois j'étais un peu ric-rac à la fin du mois, d'arrêter de donner de l'argent. Parce que je me disais, mais t'imagines, c'est un peu comme si mon argent allait directement à cette petite fille. C'est pas vraiment le cas. Mais vu que je la sponsorise, je peux pas arrêter mon sponsoring. Ça va à un humain. Donc je me débrouille comme je veux, mais je peux pas l'arrêter.
Pour conclure sur l'importance du digital dans le milieu associatif, ça ressemblerait à quoi pour toi l'excellence numérique d'un OSBL ? Si tu devais résumer en quelques mots. Peut-être Time for the Planet. Ce serait en réalité ce qu'ils ont réussi à faire. C'est, alors on aime, on n'aime pas. Je pense qu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui ont du mal avec la quantité de messages sur LinkedIn, très formatés. Parce que, mais c'est pas la faute de Time for the Planet, c'est la faute de LinkedIn. Là, on est en train de se faire crouler dessus par les copywriters et les gens qui nous font du public postage sur LinkedIn. Voilà, nous parler de tout et de rien juste pour l'algorithme. Mais vraiment, je trouve que Time for the Planet maîtrise les canaux, maîtrise la transparence, maîtrise l'impact. Et ils ont monté des process numériquement, enfin digitalement, qui fonctionnent hyper bien à une très grande échelle. Oui, c'est hyper bien huilé. Hein. Moi-même, en tant qu'associé, je reçois toutes les communications, c'est pré-mâché. Il y a des templates disponibles sur des Dropbox ou des Drive. C'est en 2 temps 3 mouvements, tu te joins à la communauté pour faire écho au message et supporter la mission, quoi. C'est ça. Et tu vois, sur les templates, je rajouterais un truc qui peut sembler basique, mais en fait, certaines associations vont envoyer des templates. Elles vont dire partager notre visuel, notre flyer, notre je ne sais quoi, et associer tel message. Et après, elles s'étonnent que certaines personnes ne le font pas. Donc parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ce que fait Time for the Planet qu'ils font bien, c'est qu'ils te donnent des templates écrits, ils te donnent des templates aussi de visuels à partager avec, ils t'encouragent à le faire, mais il n'y a rien de forcé. Et en fait, très souvent, dans la communication de OSBL, il y a certaines personnes qui adoreraient communiquer dessus, mais elles veulent être libres de la façon dont elles formulent leur message. Elles veulent avoir les chiffres pour pouvoir dire ce qui s'est passé, elles veulent parler de leur expérience perso, elles veulent parfois avoir un visuel, parfois mettre une image à elles qu'elles trouvent montre bien ce qu'elles ont fait pour leur bénévolat. C'est important de laisser cette liberté aux gens, de ne pas imposer un message trop formaté, tout le temps, partout, à tout le monde. Moi, par exemple, je suis membre de certaines assos qui m'ont souvent sollicité pour changer ma photo LinkedIn, mettre aux couleurs de je ne sais quoi et mettre un bandeau de... Et en fait, c'est horrible, mais j'ai passé tellement de temps en agence, en particulier chez Réseau Zéro, où le sens du beau est ultra élevé et où derrière, t'as vraiment du mal avec les trucs pas très esthétiques, qui fait que, quand bien même j'adore l'asso de tout mon cœur, je n'arrive pas à mettre ma tête au milieu d'un template moche. Et c'est pas parce que j'adore ma tête, je peux pas poster sur mon... En plus, moi je suis dans l'art, poster un visuel de fait avec qui est pas calé, avec des couleurs hyper criantes et une police illisible, même pas accessible pour un daltonien, tu vois. Donc, non mais je tire le trait, mais c'est aussi hyper important d'avoir ce genre de communication digitale qui est hyper huilée, où on donne des clés aux gens et on les laisse s'en saisir. Alors Élodie, on va parler à présent de Fundraising, la plateforme que tu as lancée en 2021 avec tes associés. C'est la pandémie qui t'a forcé à revoir ton positionnement et à pivoter, comme on dit dans le langage de l'entrepreneuriat. Raconte-nous un petit peu le cheminement qui t'a conduite à créer Fundraising, qui est donc la plateforme en marque blanche de The Hope Gallery. Alors, en effet, pendant le confinement, nous, on s'était lancé, on s'est créé en juillet 2019, mais le temps d'avoir nos autorisations légales d'exercer, parce qu'on est une intermédiaire en financement participatif, ça nécessite plein d'autorisations pour plein de choses. On a vraiment débuté notre activité en novembre 2019 et on s'est pris la crise Covid 4 mois plus tard. Et en fait, en pleine crise Covid, donc on avait quelques collectes quand même qui ont eu lieu, mais on a eu aussi énormément de demandes de gens qui disaient mais est-ce que je peux faire une collecte même si j'ai pas d'œuvre d'art, ou est-ce que je peux le faire avec un artiste, mais moi ça serait juste pour animer mes salariés sur des enjeux d'engagement de je ne sais quoi avec un artiste engagé, mais donc je veux pas demander de l'argent à mes salariés, ou même juste je voudrais révéler une image, par exemple mesurer un objectif, faire un challenge de mobilité durable, de choses comme ça, mais l'idée ce serait pas d'avoir à chaque fois un artiste, une asso. Et The Hope Gallery, c'était vraiment asso plus artiste.
Et on s'est dit que en fait, ça méritait d'avoir un autre nom. Ça, c'était la première étape. Et puis également, sortie du Covid, on avait déjà prévu de commencer à travailler dessus, mais c'est devenu de plus en plus criant. On a eu le besoin de passer en SaaS pour 2 raisons. La première, c'était pour rendre nos clients autonomes lors de leurs événements. Nous, on est vraiment beaucoup une plateforme événementielle. Alors, ça peut être un événement qui a lieu en ligne, 100%, mais il y a aussi des événements qui ont lieu 100% en présentiel, et où c'est les participants d'un dîner de gala qui ont une projection d'une œuvre cachée sur un écran. Et pendant la soirée, ils peuvent envoyer des petits messages en faisant des dons, ce qui permet de dévoiler l'œuvre, potentiellement d'être tiré au sort pour la gagner à la fin. Et donc, pour nous rendre soit nos clients agences qui organisent des événements, soit nos clients assos autonomes pour toute cette partie tirage. Alors, ils étaient déjà un peu autonomes pour la partie tirage au sort, mais on voulait vraiment les rendre autonomes sur toute la plateforme. Pouvoir rajouter, c'était une demande qu'on avait eue énormément, pouvoir rajouter des paiements collectés en direct, type chèque ou promesse de don sur virement, mais on veut quand même les enregistrer dans la plateforme, et ben, du coup on a rendu ça possible. Et tout ça, ça nécessitait d'avoir une interface utilisateur pour qu'ils puissent se connecter à leur propre compte, accéder à leurs œuvres. Pareil, si c'était une agence qui en fait avait, ou même une asso qui avait plusieurs collectes en même temps, plusieurs opérations, plusieurs événements à la fois, et donc plusieurs mini-sites. L'idée, c'était pouvoir d'accéder à ce site, d'avoir ta liste des participants que tu peux télécharger à tout moment, de pouvoir en rajouter, de pouvoir manuellement, de pouvoir les tirer au sort, de pouvoir terminer ton opération, même dévoiler ton image en un clic. Donc il y avait une volonté de rendre nos clients hyper autonomes. Et la deuxième volonté, c'était aussi que la crise Covid, nous, une des difficultés qu'on a eues, c'était qu'au début, on était un peu comme une plateforme de service quand on s'est lancé. Nous, dans les 4 premiers mois de notre activité, on avait signé à peu près 75 000 € de chiffre d'affaires sur des très gros, peu d'événements, mais des très gros montants, parce que c'était énormément de dev sur mesure, de trucs hyper intéressants, autant de l'artistique mais du déclenchement par l'engagement, par je pédale sur un vélo, par connecter, par plein de choses. Et donc, c'était des très grandes opérations et le Covid a rebattu les cartes beaucoup du marketing au sens large, des budgets des entreprises et des achats en particulier. Et nous, les retours qu'on a eus des fondations, des associations avec lesquelles on travaillait, de tous ces événements, déjà nous, tout notre chiffre d'affaires, bien sûr, a été annulé en une semaine, reporté à une date ultérieure pour l'interrogation, mais il y a eu beaucoup d'événements, pour le coup, qui n'ont jamais eu lieu. Et en fait, quand on parlait avec toutes les personnes qui s'occupaient de la communication, du recrutement donateur, des relations mécènes ou du marketing au sens large, parce qu'on avait même des clients entreprises qui voulaient faire des événements un peu solidaires dans leurs entreprises, nous disaient j'adore votre truc, mais clairement, moi, mes budgets, c'est plus les mêmes, donc je peux pas me permettre de dépenser des gros montants pour des opérations coup de poing. En fait, la stratégie de la boîte maintenant, c'est de faire plein de petits trucs et entre guillemets, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et de faire plein de petites opérations qui auront peut-être moins d'impact ou en tout cas sur lesquelles elles sont moins marketées, moins sur mesure, avec nos couleurs, nos logos, nos mochas, enfin tout de partout, mais où aussi on met moins de budget. Et en fait, la seule manière de mettre moins de budget pour nous, c'est de passer moins de temps à faire du sur-mesure pour les clients, donc à paramétrer les couleurs, les logos et tout, et donc de passer au SaaS. Et c'est comme ça que pendant la crise Covid, ça a vraiment accéléré notre roadmap. Nous, au tout début Covid, on était encore à se demander si on allait être une plateforme B2C ou une plateforme B2B. Et en fait, pendant le Covid, on a mis l'accent sur le développement et fin 2020, on a terminé notre constat. 2021, on a travaillé pour le dev SaaS de la plateforme. Et quel bilan tu fais suite à la mise en marché de cette mécanique d'engagement ? Alors, le bilan, c'est qu'au final, alors il y en a plusieurs. C'est qu'on peut trouver plein d'utilisations à notre plateforme grâce au SaaS qu'on n'aurait jamais imaginé avant. Des utilisations, par exemple, en galerie d'art, où il y a des galeries. En fait, il y a 70 à 80% des gens qui rentrent dans une galerie qui ne vont rien acheter et qui ne vont pas te laisser leurs coordonnées.
Et donc, on s'est vu travailler avec des galeries qui, en fait, voulaient utiliser notre plateforme pour offrir des œuvres, un peu en mode concours, tirage au sort, mais aux gens qui venaient et surtout qui acceptaient de laisser leur mail. Donc, de faire de la collecte de mails et non plus la collecte de dons, mais qui permettait derrière aux galeries de mieux connaître aussi, eux, leurs potentiels collectionneurs. Ça nous a permis un peu de nous diversifier et c'était important parce qu'en fait, on avait 2 orientations possibles pour nous. Et pour le coup, Dieu sait que j'ai discuté avec beaucoup de monde dans la plateforme, dans le don, dans la collecte et j'adore mes pairs et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, même pendant le Covid, on se parlait beaucoup entre nous. Soit tu as l'option de devenir un service pure philanthropie, un peu comme un Hello Asso ou un Asso Connect. Et donc là, le but de ta plateforme, c'est de développer énormément de services qui vont être utiles aux associations et aux fondations qui vont t'utiliser. Donc des services pro. Donc si je prends une démarche UX, c'est de me dire que mon utilisateur, c'est l'association et comment je peux lui faire pour lui faciliter la vie. La gestion de ses bénévoles, la gestion de ses collectes, l'animation de ses événements, etc. Soit l'orientation, c'est de te dire que, et nous c'était un peu plus ça, c'est que nous ce qu'on voulait c'était réenchanter les expériences des utilisateurs finaux et de se dire qu'on allait pousser les gens à s'engager avec leur argent ou avec la signature d'une pétition, avec un mail ou peu importe, s'engager, de passer d'être un consommateur passif à être un humain actif face à une fondation, une association ou même une marque, parce que tu as très bien dit, il y a même des entreprises comme Time for the Planet qui ne sont pas des assos. Et de te dire donc du coup que toi, ta spécialité, ce n'est pas de développer des outils pour les assos, c'est de créer des expériences pour des end-users. Et nous, ça a été un peu le constat qu'on a fait. Vu que dès le début, on s'était senti très B2C, on avait quand même un truc de se dire... on est B2B2C. Donc ce constat, c'était de se dire, en fait, la plateforme, elle est appréciée, mais il y a soit des assos qui nous demandent de développer d'autres trucs pour les aider, donc d'autres outils, c'est super, dans mon interface utilisateur, j'ai déjà toutes ces options à disposition et j'aurais aussi besoin de ça et ça. Est-ce que vous avez pensé à créer tel truc ou module qui va m'aider moi dans ma gestion? Ou alors, on avait aussi des demandes de gens qui nous disaient, alors c'est super, mais moi, je voudrais utiliser un autre template qui va créer... des choses, en fait, on va créer des shapes de manière participative et en fait, plus les gens vont participer, plus ça va faire battre un cœur. Et nous, ça a été plutôt l'orientation qu'on a pris, qui a été de se dire, pas de dire on fait plein de sur-mesure, mais de se dire on s'intéresse plus aux end users et on est très clair avec les associations avec lesquelles on travaille sur le fait que quand ils nous demandent de changer un truc dans leur expérience utilisateur, sauf si c'est un bug, et bien sûr, on agit hyper vite. Nos priorités roadmap, c'est toujours sur l'utilisateur final et comment est-ce qu'on fait pour qu'il ait encore plus envie de s'engager. Donc, vous avez développé une série de templates comme permettre aux musées de faire de la levée de fonds pour financer de nouvelles acquisitions ou de la restauration d'œuvres d'art, remercier des donateurs en inscrivant leur nom sur un mur de reconnaissance. Ça pouvait être aussi, on en a parlé, l'animation d'un événement bénéfice. C'est une super animation pour ça. Ou tout simplement capter des nouveaux donateurs, des primo-donateurs à travers l'expérience esthétique du don, si je puis dire. On est encore à 80% philanthropique, donc on ne s'est pas complètement détourné de notre cible intérêt général, mais on est un peu agnostique de qui est le client tant que l'expérience qu'il a envie de faire vivre à sa communauté, c'est une expérience d'engagement. C'est ça. Et en effet, ça peut être en comment j'engage une personne qui vient visiter mon musée, visiter ma galerie, parce qu'il y a aussi beaucoup de galeries qui s'engagent pour des actions. Enfin, nous, on a beaucoup de galeries qui offrent des œuvres, tu vois, pour financer des OBNL ou en effet animer. Mais animer, ça peut se faire aussi sans œuvre d'art. C'est pour ça qu'on a créé Fundraising. Tu peux aussi animer, aller capter, proposer à des supporters d'un match de foot de faire des dons pendant un événement. Des fois, voir son nom inscrit sur un mur de mécènes. On l'a fait pour l'IARC, l'International Agency for Research on Cancer. C'était aussi une autre façon, non pas de dévoiler une œuvre d'art, mais de mesurer sa contrepartie, de la voir visuellement et de voir l'impact qu'on a sur la prévention contre le cancer. Quelles sont les prochaines étapes pour cette plateforme, Élodie ? Les prochaines étapes, en ce moment, c'est un point d'interrogation pour nous. On se pose beaucoup de questions en interne. En fait, c'est des questions stratégiques, propres à l'âge de la boîte et à où on en est arrivé. On a plusieurs pistes. On a une piste... Alors là, on est arrivé un peu à un tournant. On sait qu'on a envie d'augmenter notre impact. Et donc, du coup, on est forcément obligé de changer des choses. Dès que tu veux changer d'échelle, tu dois changer quelque chose.
Et on a plusieurs pistes face à nous. Il y en a une qui serait de fusionner avec un de nos partenaires pour avoir une offre de service qui couvre justement tout ce que les assos nous demandent de faire, qui n'est pas notre spécialité. Et nous, du coup, on pourrait devenir la brique techno d'animation d'événements bénéfices d'une plateforme autre ou d'un organisateur d'événements. Et donc, nous continuons de nous concentrer sur les end-users et sur l'expérience que tu ressens dans les expériences digitales, mais en ayant toute l'offre de service à côté faite par quelqu'un d'autre qui nous permet de couvrir tous les besoins des fondations, des associations. On a une autre piste qui serait de se dire, alors ça serait très ambitieux, ça serait de devenir nous-mêmes un fonds de dotation, et donc de se dire qu'en fait, on va encore plus loin dans notre action, c'est-à-dire qu'on utilise notre plateforme nous-mêmes, on finance des projets, donc les associations s'inscrivent pour qu'on finance leurs projets, et nous, on gère uniquement les artistes, on fait le devoir de transparence de vérifier qu'elles dépensent les dons sur ce sur quoi elle s'était engagée. Et ça permettrait de mettre en place un truc qui, moi, je pense, est l'avenir du don en ligne. Le don unique, mais à bénéficiaires multiples. C'est-à-dire de dire, si au lieu de dire tu donnes 20 $ ou 20 € par mois, toujours la même asso, tu pourrais donner 20 $ ou 20 € par mois à une fondation qui sert toutes les causes d'intérêt général. Soit tu choisis tous les mois à quel projet tu vas les dispatcher. Ah ben en ce moment, il y a tel truc et tel artiste qui me plaisent bien, qui s'engage pour tel machin. Ça, je vais mettre mes 20 € intégralement là-bas, ou je vais les split entre 2 projets, par exemple. Soit tu pré-remplis les causes qui te parlent le plus, en disant, moi, ma priorité, c'est l'environnement. Et donc, nous, avec un algo, si tu prends pas la décision, on les distribue de manière équitable sur tous les projets liés à l'environnement qu'on a à financer à ce moment-là. Ce qui nous permettrait de maîtriser complètement la ligne éditoriale, ce qui nous permettrait que les associations aient un devoir de communication ultra léger, parce qu'en fait, la communication, ce serait uniquement nous qui la ferions. Même d'organiser des événements, tu vois, on pourrait passer sur du full en ligne, ou alors des événements qu'on organise nous-mêmes, mais qui sont chartés Aube Galerie et non pas par l'asso. C'est une option qu'on a aussi réfléchi. Pour l'instant, on est plus sur la possibilité de s'associer avec quelqu'un ou de prendre un repreneur sur notre tech, pour plein de raisons. Mais c'est un peu les deux pistes du moment. On attend les prochains mois pour se décider, on discute avec des gens, il y a des histoires de fit humain. Ce qui est certain, c'est qu'on arrive un peu à un palier où moi, j'ai des frustrations sur le cycle. Je trouve que ce qui est génial quand tu es une asso, c'est que tu maîtrises, alors en tout cas, tu as la possibilité de maîtriser tout d'un bout à l'autre. Tu maîtrises l'argent que tu reçois, tu maîtrises l'action dans laquelle tu dépenses, tu maîtrises le rapport d'activité que tu produis. Et moi, j'ai un peu ce truc où, encore aujourd'hui, on a énormément de donateurs. Tu vois, s'ils ne reçoivent pas leur reçu fiscal, alors que c'est l'asso qui leur envoie, elles exportent un fichier Excel et ensuite le mettent dans leur logiciel de reçu. Elles nous écrivent à nous en disant « je n'ai pas reçu mon reçu fiscal, Et ils nous prennent vraiment, enfin on a vraiment gagné ce statut de tiers de confiance qui est qu'on est la plateforme hyper humanisée qui répond à tous leurs problèmes. Et en fait, on a certaines assos avec lesquelles on travaille qui vont, quand dans nos contrats, on signe un truc en fonction de si c'est Aube Galerie ou si c'est fundraising. Si c'est fundraising, c'est marque blanche, donc ils font ce qu'ils veulent. Si c'est Aube Galerie qui utilise notre marque et qu'on communique dessus, ils ont quelques obligations de nous rendre des comptes pour que nous, à tout moment, on puisse, si on nous pose la question, savoir où en est l'action et ce qui a été financé. Et on a, pour le coup, certaines associations qui n'ont pas du tout envie de rendre des comptes et qui, du coup, prennent juste la techno. Et on en a d'autres qui nous donnent des rapports ultra détaillés. Et nous, ça nous permet d'avoir une continuité de transparence pour les donateurs qui fait un truc incroyable. Je pense par exemple à Entrepreneurs du Monde avec qui on travaille. Il y a une des actions qu'on a eues, c'était de financer du matériel informatique reconditionné pour permettre, notamment pendant le Covid, à leurs étudiants en reconversion, donc des personnes éloignées du marché de l'emploi, pour certains des primo arrivants, de se former au métier de la restauration pour ensuite trouver un travail ou monter même leur restaurant. L'idée, c'est d'acheter du matériel informatique. Au début, ils nous avaient dit on a besoin d'acheter des ordinateurs. Donc, c'est là-dessus que toute la campagne a eu lieu. Et en fait, à la fin de la campagne, quand ils nous ont envoyé les rapports de combien de personnes ont pu être aidées et de
Avant même de nous envoyer les rapports, ils nous ont dit, avant de dépenser l'argent, écoutez, on se rend compte au final qu'on aurait plus besoin d'acheter des iPads que des ordinateurs. On dit, wow, ça va, c'est quand même... Parce qu'au final, ça permet d'être plus mobile, ça leur permet de partir avec chez eux si on a besoin de leur prêter pour qu'ils continuent de travailler chez eux. Les ordinateurs, c'est lourd, c'est encombrant, c'est plus fragile. On a dit, mais bien sûr, enfin, nous, ça reste en cohérence avec ce qu'on a raconté aux donateurs, ça reste du matériel informatique, ça prend juste une autre forme, il n'y a pas de problème. Derrière, on a pu faire la communication après sur les rapports aux donateurs dans les fins de collecte, en expliquant exactement le nombre d'iPads reconditionnés qui avaient été, enfin de tablettes reconditionnées qui avaient été achetées. Et les donateurs étaient ravis, parce que c'est un niveau de transparence qui est rarement obtenu. Oui, c'est-à-dire qu'il vaut mieux trop communiquer que pas assez ou pas du tout. Là, en l'occurrence, je pense que la plupart des donateurs vous ont dit, bien sûr, c'est un peu un no-brainer, entre guillemets, entre une tablette ou un ordinateur. La finalité reste la même, c'est le support qui change, mais... C'est ça. En fait, ce que tu fais quand tu fais ça, c'est que la personne soit elle se dit « Oh, mais pourquoi il m'en parle ? Je m'en fiche, c'est exactement la même chose, bien sûr. » Mais au fond, il sera content d'avoir été informé parce qu'il ne sera pas surpris. Soit ils se disent « Oh là là, c'est cool, on me demande mon avis. Ah bah oui, en effet, je comprends, hein, c'est plus intéressant. » Alors après, il ne faut pas aller trop loin dans le fait de demander leur avis aux gens. Oui. On n'était pas au stade, on allait leur conseiller nos démarques chez Back Market, tu vois. Trop communiquer, il ne faut pas non plus être invasif dans la vie des gens. Tu vois, il y a une asso en France qui s'appelle Comme les autres, qui a une newsletter qui fonctionne hyper bien parce qu'ils sont absolument pas dans l'hyper-communication. Et quand ils communiquent, ils racontent que des trucs qui vont intéresser les gens. Et c'est court, et c'est précis, et c'est dans la bonne humeur. Et ça met plein de liens pour laisser aux gens la possibilité d'aller en savoir plus sur plein de sujets. Au lieu de les mettre dans la newsletter, ils disent, si vous souhaitez avoir le résumé de nos derniers week-ends en haute montagne, cliquez ici pour voir les photos. Et si tu veux pas cliquer parce que tu t'en fiches, tu cliques pas. Mais tu as la possibilité. Écoute Élodie, merci beaucoup, vraiment. On va bien sûr se tenir au courant des évolutions de ta plateforme fundraising/Hop Gallery. Je prendrai de tes nouvelles dans les prochains mois pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, si vous avez passé le flambeau ou non. En tout cas, toutes les pistes que tu as évoquées sont vraiment hyper intéressantes, chacune à leur niveau. Est-ce que tu voudrais, pour conclure, dire un petit mot de la fin ? Écoute, j'ai passé un moment merveilleux avec toi. Je n'ai pas particulièrement de mot de la fin. Je te remercie pour ce podcast. Parce que outre être une source précieuse pour mes recherches, où ça me fait vraiment plaisir d'écouter tes interviewés et tes invités. Je pense qu'il est nécessaire et que dans toutes les questions que tu m'as posées, il y a beaucoup de réponses qui peuvent être trouvées grâce à ton travail. Merci pour ta confiance et puis bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup Élodie, je pense qu'on s'est vraiment nourris mutuellement. J'ai beaucoup appris à travers notre échange et assurément on va rester en contact. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.